18h38, le Club de l'Actu. Nous recevons ce soir Julien Uytendal, député PS au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale. Bonsoir. Bonsoir. Face à vous, Miguel Merlot, avocat. Bonsoir. Alors, 3 thèmes au programme dans ce Club de l'Actu. Le premier concerne ces soulèvements populaires un peu partout dans le monde. Au Liban, qui a abouti à la démission du gouvernement hier, à Hong Kong notamment, ou encore au Chili, en Catalogne notamment. Ces soulèvements, alors n'est-ce pas finalement, Julien Uytendal, un signe que la démocratie et les peuples sont malmenés finalement ? Moi, je pense justement que c'est plutôt une bonne nouvelle de voir que la démocratie vit. Alors, elle ne vit peut-être pas dans malmenée un peut-être contexte... par les régimes, le monde politique. Oui, elle remet en question clairement de manière fondamentale le système politique et même peut-être plus globalement la structure démocratique dans laquelle la démocratie vit au XXIe siècle. Et donc, la vraie question qu'il faut se poser, c'est savoir justement si cette structure démocratique est encore adaptée à la démocratie que nous voulons au XXIe siècle. On est en effet dans une logique d'instantanéité où on veut donner plus de participation. Et donc là, je crois qu'il y a une remise en question fondamentale et que c'est un avertissement évidemment pour le gouvernement libanais, pour les dirigeants de Hong Kong, pour le Chili, mais aussi pour nous en tant que gouvernants en Belgique. Il serait en effet pas tout à fait surprenant que la Belgique soit un nouveau pays dans la liste des pays qui font l'objet de soulèvements dans ces prochaines semaines, ces prochains mois, ces prochaines années. Alors Miguel Merlot, vous validez cette désobéissance civile aussi ? Alors, désobéissance, est-ce que je la valide ? Oui et non. Les mouvements populaires trouvent leur origine à chaque fois dans des événements différents, on l'a vu, donc en fonction des pays, les éléments déclencheurs sont à chaque fois différents, les causes sont différentes. Ça dépend de chaque situation, évidemment. Ça dépend de chaque situation, évidemment. Ce que je constate, si on regarde plus près de nous, par exemple les Gilets jaunes, qui est un mouvement qui a duré quand même pas mal de temps, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au Liban. Ça se passait chez nous aussi, y compris en Belgique, il y avait des Gilets jaunes. Tout à fait, il y avait des Gilets jaunes. Et puis le mouvement, à un moment, s'est estompé. Et pourquoi ? Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles ça s'est estompé, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment... En tout cas, on ne va pas parler de récupération politique, mais à un moment, ce mouvement ne s'est pas constitué d'une manière à pouvoir porter ses revendications devant un Parlement. On parlait de démocratie, et je pense qu'ici, oui, il y a un vrai appel démocratique, il y a une vraie aspiration démocratique de tous ces mouvements qui veulent plus de liberté, plus d'égalité également, mais c'est important également qu'ils se constituent de manière à pouvoir porter leurs revendications de manière efficace devant tout un Parlement. Ça veut dire qu'ils n'ont peut-être pas été assez structurés finalement dans leur combat C'est un peu la complexité de ces mouvements, c'est-à-dire ils ne veulent pas de récupération politique, ils ne veulent pas de leader, mais je pense qu'à un moment donné, il faut une structure pour porter un message, pour porter un discours, pour porter des revendications. La manière dont ça a été traité en France, on a vu, il y a eu une augmentation à un moment, je crois qu'on leur a donné à peu près 100 € à tous. Ça a calmé un peu le mouvement, mais je pense que ce n'était pas suffisant. La colère est encore là, elle se manifeste un peu partout dans le monde. Et donc voilà, moi, je pense qu'il manquait véritablement, c'était de la structure. Et cette colère, finalement, elle vise qui ? Elle vise le monde politique, le pouvoir, l'économie à outrance ? Alors, si je regarde les points communs entre ces différents mouvements, je constate une première chose, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Ouais, ça se structure et ça se va très, beaucoup très vite, à l'aide de WhatsApp, à l'aide de Facebook, oui. À l'aide des réseaux sociaux. Et ce qui me fait penser qu'on vit dans un monde vraiment qui est maintenant interconnecté et interconnecté émotionnellement. C'est-à-dire, c'est pas étonnant pour moi que tous ces mouvements naissent au même instant. C'est parce qu'ils voient ce qui se passe à l'autre côté du monde, l'information circule et quelque part ils répliquent un peu la même chose. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, ça se passe dans des démocraties où on constate un haut degré de corruption, où on constate également un grand écart entre les riches et les pauvres. Dans des proportions... C'est peut-être le cas au Liban, etc. Ça l'est peut-être un peu moins dans nos pays. Peut-être dans nos pays, mais c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas encore connu de tels événements, en tout cas dans une telle ampleur. Julien Uytendal, finalement, lorsque la population descend comme ça dans la rue, un peu partout dans le monde, c'est un peu un signe d'une pré-révolution, quelque part. Il y a un appel clair à être entendu en tant que peuple. C'est pour ça qu'il y a une remise en question des structures démocratiques dans ces pays. Mais c'est plus de l'autodéfense démocratique qu'autre chose. Je pense que ces personnes défendent en réalité une démocratie au sens strict du terme, avec aussi, je crois, un constat qui est peut-être similaire. Je crois qu'ils vivent tous dans des contextes différents, mais il y a quand même des trames de fond dans chacun de ces pays, dans chacune de ces villes, qui peut être similaire.
similaire, c'est un certain détournement de la démocratie par des élites politiques, des élites financières, des élites confessionnelles au niveau du Liban, et aussi un contexte socio-économique. Je pense que les classes les plus défavorisées, mais aussi les classes moyennes, ont avalé pas mal de couleuvres ces dernières années, avec en effet cette sacro-sainte austérité qu'il fallait développer, notamment sous l'égide du FMI, qui donnait des ordres finalement à certains de ces pays pour obtenir du cash. Et je crois que c'était à chaque fois la couleuvre de trop. Le prix du pain au Soudan, le prix du ticket de métro au Chili, la taxe WhatsApp au Liban. C'est un peu l'eau, mais ce n'est qu'un symbole. Ce n'est qu'un symbole. Et aujourd'hui, c'est une remise en question totale aussi du modèle socio-économique, du modèle néolibéral qui est mis sur la table par ces manifestants. Et je pense que c'est une aubaine d'enfin pouvoir remettre en question le modèle en tant que tel d'un point de vue économique et financier. D'accord, mais que proposer? Parce que les citoyens, finalement, cherchent souvent aussi à créer d'autres types d'organisations que celles mises en place par le monde politique. Donc là, vous êtes un peu visé, un peu responsable aussi, finalement. Bien sûr, on a une responsabilité énorme et il est clair que ce que demandent ces populations, chacune dans leur style et chacune avec leur spécificité, je tiens à souligner cela, c'est un changement de paradigme démocratique. Et ma crainte, c'est que les classes dirigeantes, finalement, décident juste d'aménager des paramètres sans remettre en question de manière fondamentale le paradigme démocratique dans lequel nous vivons. Et ça va être là tout l'enjeu. Et c'est pour ça que je pense qu'on doit aller vers plus de démocratie participative, mais pas dans n'importe quel sens. Et comment faire alors, concrètement? On parle par exemple du Brexit et du référendum qui a fait naître finalement cette crise dans laquelle nous sommes. Je ne pense pas qu'un référendum où on pose une question, c'est blanc ou c'est noir, c'est une bonne solution. Il faut admettre les référendums. Il faut admettre, je ne suis pas contre le référendum. C'est un peu clivant. Je pense qu'on doit alors complexifier et assumer la complexité du débat et pas prendre, excusez-moi pour l'expression, les citoyens pour des cons en leur disant c'est blanc ou c'est noir. Et donc c'est en effet plus de débat, c'est institutionnaliser finalement la consultation populaire, que ce soit par des préférendums où on peut permettre en effet une complexité des réponses qui sont données avec une complexité des questions, et c'est, je pense, vraiment une vraie institutionnalisation dans nos institutions démocratiques d'un dialogue constant qui nous permette à nous, classe politique, d'entendre les mots de la société de manière plus régulière et pas uniquement tous les 4 ans, tous les 5 ans ou tous les 6 ans au moment des élections. Avec toutes les difficultés qu'on constate aussi pour le moment, après les élections. Vous avez l'impression finalement que vous n'entendez pas assez, parfois, la parole, les cris, les appels du peuple, hein? Il suffit d'avoir un compte Twitter quand on fait de la politique pour l'entendre, même si je pense que c'est biaisé et que les réseaux sociaux, avec leurs algorithmes, biaisent les débats. Mais c'est pour ça qu'il est important de rester sur le terrain, d'être connecté au terrain, d'être fusionné au terrain en tant que politique pour se rendre compte de la réalité de tout un chacun. Ça, c'est vraiment, je crois, la mission première du politique, c'est d'être en contact permanent avec la société, évidemment via les médias sociaux, mais également sur le terrain en battant le pavé. Miguel Merlot, comment finalement entendre cette parole du peuple et avoir plus de démocratie, peut-être plus participative? Bonne question. Moi, je constate qu'on réagit souvent face à ces événements de deux manières. Soit on les condamne, soit on les approuve. Soit, troisième option, on n'en a rien à faire aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que la violence, c'est toujours quelque part la fin d'une frustration, quoi, ou la matérialisation de la frustration. Donc, parfois les révolutions passent par de la violence. Quand je constate ces violences, ça ne me choque pas. Je ne les trouve pas légitimes non plus. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on peut résoudre des choses, mais il faut en tenir compte, quoi. C'est tout simplement... Maintenant, sur la manière, je pense que la création de partis politiques, le respect des règles démocratiques, ça reste des choses fondamentales sur lesquelles on peut tous s'accorder. Casser des voitures, investir les espaces publics tous les week-ends. Oui, on voit qu'il y a quelque chose de pas normal qui est en train de se passer au niveau de la société, mais la prochaine étape, ça ne peut pas être la dernière étape. Peut-être pour rebondir là-dessus, il y a eu des scènes de violence dans certains de ces pays, mais lorsqu'on voit l'exemple libanais, il n'y a pas de violence. Et je trouve que c'est un magnifique moment d'union nationale populaire, de voir en effet que dans un pays qui a toujours été segmenté par rapport aux religions, là, du jour au lendemain, on a des chiites, des sunnites, des maronites qui se tiennent la main et qui disent « Nous, on veut plus d'un État qui est organisé sur base des confessions, on veut un État unitaire qui travaille pour toute la population. »
citoyens finalement qui dirigent le pays, de grosses familles. Oui, bien sûr. Et donc il y a une remise en question là de cette élite politico-confessionnelle qui est très intéressante. Et finalement, ce qu'ils demandent, c'est un peu de modernité démocratique, ce qu'on ne leur a pas donné au moment où la France était aux manettes, et qu'ils le demandent aujourd'hui. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle de voir qu'aujourd'hui, et c'est une nouvelle génération aussi, c'est les millennials qui s'expriment aujourd'hui dans la rue, parce qu'on dit tout le temps que notre génération ou les générations encore après la mienne sont désengagées, dépolitisées. On voit exactement le contraire aujourd'hui, et je trouve que c'est une belle manière de répondre à cette critique. Alors il y a des symboles aussi, hein. Bien sûr il y avait les gilets jaunes, mais il y a aussi les masques qui apparaissent comme ça un petit peu partout, au Chili, ailleurs. Il y a des symboles, ça montre quand même une certaine union, quoi, finalement. Et c'est aussi, et ça qui est intéressant, c'est que finalement on voit que ces soulèvements s'organisent à travers le monde, mais on retrouve finalement aussi les mêmes techniques. Ces techniques, elles viennent en partie en effet des gilets jaunes, mais aussi en partie d'Hong Kong, qui au départ, voilà, je pense, n'a pas été conscient du succès populaire de ces manifestations, et ils ont fini par s'organiser de manière très horizontale. Donc c'est aussi très intéressant en termes d'organisation de masse, de voir qu'ils ont réussi, malgré qu'il n'y a pas un leader, qu'il n'y a pas un parti, qu'il n'y a pas un corps intermédiaire derrière tout cela, mais ils ont réussi à s'organiser avec des revendications claires. Après, le défi, évidemment, c'est d'arriver à négocier pour que des politiques publiques, et je reviens, que ce paradigme puisse concrètement changer. Alors il y a d'autres types de mobilisations aussi, c'est les mobilisations pour le climat, et ça on voit aussi que les gens descendent dans la rue, voilà, interpellent les politiques, Greta Thunberg qui est une sorte de leader quand même. Ça vous interpelle aussi, Miguel Merlot? Oui, beaucoup, parce que ici l'enjeu est encore différent. On parle d'égalité, on parle de liberté dans ces pays, mais ici c'est un enjeu qui est beaucoup plus crucial, parce que ce dont il est question, c'est la survie de l'humanité. Et que ce soit porté par les plus jeunes, je trouve ça que c'est quelque chose de très très beau, en fait. Et ça prouve bien qu'on n'a pas besoin de partis politiques pour changer les choses ou pour faire changer les choses. On a besoin de décisions politiques quand même à un certain moment. À un moment donné, mais en tout cas pour créer l'impulsion, le mouvement, ça peut se faire de manière citoyenne en utilisant les réseaux sociaux notamment. Et ça, c'est un très bel exemple. C'est beaucoup moins clivant, il n'est plus question, si je prends la Belgique, de Flamands, de Wallons, de Bruxellois. C'est tous dans la rue parce que l'objectif à atteindre est un objectif commun, et ça réunit les gens, quoi. Julien Tendal, là aussi un objectif commun finalement à toutes ces populations qui descendent dans la rue un peu partout dans le monde, hein. Alors, les objectifs sont communs en partie et différents en partie, mais peut-être pour rebondir là-dessus, moi, à titre personnel, je serai et je resterai un défenseur de la démocratie représentative, parce que je pense que c'est le meilleur modèle démocratique qui puisse exister. Mais aujourd'hui, on doit, et je reviens à ce que je disais au tout départ, remettre en question la structure de cette démocratie représentative, et on doit rajouter à celle-ci une logique, en effet, de démocratie participative pour construire finalement la décision politique qui sera prise in fine. Et donc c'est un alliage finalement, un équilibre entre ces deux types de rapports de force qui permettront, j'espère, un apaisement dans des démocraties, et qui permettront in fine d'avoir des décisions politiques plus en phase finalement avec le quotidien des gens. Miguel Merlot, ça vous semble suffisant pour conduire à l'apaisement, quoi. J'ai pas grand-chose à rajouter sur ce qu'il vient de dire, en gros. Donc, Ok, on va passer au deuxième thème, qui sont les chiffres du prix de l'immobilier qui sont sortis. Alors, ils montrent un secteur en nette croissance, notamment à Bruxelles, en Wallonie. Dans la capitale, les prix moyens d'un appartement ont dépassé pour la toute première fois 250 000 euros, 253 000 euros exactement, plus 5%. Il faut compter 475 000 euros pour une maison, 840 000 euros pour une 4 façades à Bruxelles. Alors une question, est-ce que Bruxelles est devenue une ville de riches ? Alors, je crois qu'il faut remettre quand même les choses dans leur contexte. Bruxelles est la région la plus pauvre en termes de revenus moyens par habitant de tout le pays. Pourtant, l'immobilier est cher. Le top 10 des communes les plus pauvres, il y en a 7 qui sont à Bruxelles. Donc, est-ce que c'est une ville pour riches ? Les faits démontrent le contraire. Ça dépend des communes, évidemment. Par rapport à la hausse des prix de l'immobilier et la hausse du nombre de transactions, c'est clair, c'est un constat qui est fait, mais de nouveau, je crois qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a une augmentation démographique, ce qui fait qu'assez logiquement, il y a une augmentation du nombre de transactions, c'est assez logique. Et à côté de ça, par rapport au prix de l'immobilier,
les prix augmentent, mais il faut aussi tenir compte de l'inflation. Et lorsqu'on prend en compte l'inflation, on se rend compte que cette augmentation n'est pas une explosion des prix de l'immobilier. Mais néanmoins, et ça, je crois qu'on peut se rendre compte dans certains quartiers de Bruxelles, il y a des phénomènes de gentrification qu'il faut combattre. Parce que je crois que Bruxelles, la richesse de Bruxelles, c'est justement d'être une ville ouverte, une ville où tout le monde peut s'émanciper, quel que soit son statut social. Et cela implique donc de mener des politiques publiques qui permettent à tout un chacun de vivre dans justement, parce qu'on sait que le gouvernement bruxellois s'est engagé aussi et peut-être à contrôler les loyers, etc. Et donc, il s'est engagé à long terme. Je suis député depuis la législature précédente. Lors de la législature précédente, on a pu mener une vaste réforme, notamment de la fiscalité immobilière. On a, d'un côté, diminué l'IPP. Donc, il y a eu vraiment une réduction d'impôts pour les travailleurs bruxellois. Et à côté de ça, on a aussi fait donc, cette réforme immobilière qui permet un abattement des droits d'enregistrement. Donc, concrètement, lorsqu'on veut acheter un logement, il y a une partie qui peut être financée par un prêt bancaire. Là, maintenant, on parle de 80 à 90%. C'est-à-dire qu'il y a quand même encore entre 10 et 20% qui doivent être financés par fonds propres, ce qui est évidemment très problématique pour toute une série de personnes. Et à côté de ça, il faut aussi préfinancer les droits d'enregistrement. Et donc, avec cet abattement, on réduit en fait de manière importante le prix qui doit être financé dès le départ de la poche des personnes qui veulent acheter. À côté de ça, on a en effet toute une série d'autres mesures qui sont mises en place, mais je crois que la première mesure, c'est des politiques d'investissement dans le bâti. Il faut que les autorités publiques construisent des logements moyens, pour réagir, des logements sociaux. Rapidement, ces prix de l'immobilier vous interpellent, vous ? Ça m'interpelle beaucoup. À titre personnel, je suis assez satisfait de l'évolution du prix de l'immobilier parce que je suis propriétaire et je suis propriétaire depuis 7 ans à Excel. Et ça ne fait qu'augmenter. C'est une des communes les plus chères. Mais ça m'interpelle aussi négativement parce qu'on parle de gentrification, c'est un fait. Ixelles se gentrifie, par exemple, beaucoup, comme Saint-Gilles se gentrifie également, comme d'autres quartiers de Bruxelles. Mais il y a un phénomène également de ghettoisation. Ça, on n'en parle pas, on en parle moins, quoi. Je pense qu'il y a vraiment deux Bruxelles. Il y a un Bruxelles d'un côté du canal, et Bruxelles de l'autre côté du canal. Il y a un Bruxelles où on va pour sortir, pour aller au resto. Il y a un Bruxelles où on ne va jamais, qui est un peu une espèce de cité dortoir qui s'étend après le canal, qu'on connaît de nom, mais dans laquelle les Bruxellois ne vont jamais. Donc ça m'interpelle parce que moi, je suis pour la mixité sociale. Et vivre dans une ville comme ça à 2 vitesses, c'est pas vraiment le type de ville dans lequel je veux évoluer, dans lequel je veux vivre. Donc oui, ça m'interpelle pour ces raisons-là. Ça m'interpelle également parce que je pense qu'il y a un lien vraiment direct entre la politique de mobilité et l'évolution du prix de l'immobilier. Pourquoi les gens partent de Bruxelles, vont acheter dans le Brabant wallon, où on a connu des hausses absolument dingues également. Les prix augmentent aussi en Wallonie, malgré tout. Oui, voilà. Mais parce que si on veut une maison, Bruxelles est devenue trop chère. Alors justement, il y a des chiffres qui montrent que plusieurs milliers de personnes, et essentiellement des jeunes familles, quittent Bruxelles pour aller plutôt vers la Flandre. Ouais. En général, ce sont des familles. C'est aussi un signe que c'est compliqué parfois d'acheter une maison avec un jardin. Malgré tout, les prix sont très élevés. Oui, bien sûr, les prix sont très élevés. Bon, maintenant, je crois qu'il faut peut-être pas analyser le marché immobilier avec des frontières institutionnalisées, c'est-à-dire la région bruxelloise, la région flamande. Des régions fiscales avec des taux d'enregistrement différents aussi. Oui, mais ça, comme je vous l'ai dit, les droits d'enregistrement sont assez avantageux à Bruxelles, mais on parle ici d'un hinterland bruxellois d'un point de vue du marché immobilier. Et donc, dire que les gens vont dans telle rue qui est en région flamande ou dans telle rue qui est en région bruxelloise, mais en fait, il y a 3 maisons entre les deux. C'est parfois le cas pour certaines entreprises. C'est évidemment lié au prix, mais c'est aussi lié à l'expansion plutôt naturelle de Bruxelles, comme dans n'importe quelle autre ville du monde, sauf qu'ici, on a des frontières un peu plus Les différences fiscales ne jouent pas, vous pensez ? Je pense pas que les différences fiscales jouent, puisqu'il y a des réformes fiscales qui sont menées en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, qui sont plus ou moins similaires. On voit que la région flamande veut maintenant faire ce que nous avons fait la législature précédente avec un abattement sur les droits d'enregistrement. Donc je ne crois pas que la politique, je ne pense pas qu'il y ait une concurrence fiscale qui serait en tout cas au désavantage de Bruxelles. D'accord. Est-ce que les taux d'intérêt qui sont particulièrement bas aussi jouent peut-être aussi sur le fait que les prix sont plus chers ? On a eu un taux à 0,91% fixe sur 20 ans, c'est une première apparemment. J'aurais bien voulu. c'est quand même... Oui, probablement. Ça également aussi, je pense que les rendements qu'ont connus les investisseurs sur les marchés financiers, qui étaient assez fluctuants ces derniers temps,
aussi ont incité les gens à investir dans l'immobilier, qui est un peu cette espèce de valeur refuge en Belgique depuis longtemps. Donc ça explique aussi pourquoi les gens, à mon avis, investissent dans l'immobilier. Et je voulais revenir sur cette question de mobilité. Moi, j'aimerais bien comprendre à Bruxelles quel est le projet. Est-ce qu'on veut une ville sans voiture? Est-ce qu'on veut une ville avec des voitures? Oui, parce qu'on va interdire les moteurs thermiques voilà, pour 2035. Et si on lit ça à la politique des entreprises par rapport aux véhicules de société, je vois pas vraiment de cohérence. Je crois que Bruxelles fait quoi, 1,3 million, 1,4 million habitants durant le soir. En journée, la semaine, c'est un chiffre qui double pratiquement, parce que les gens viennent travailler en Bruxelles, en voiture, en train, n'importe comment, mais aussi beaucoup en voiture. Et c'est une ville où, je pense, les infrastructures ne sont pas conçues pour autant de véhicules, tout simplement. Et donc, je vois pas de projet comme ça où on dit on va construire des autoroutes, on va élargir le ring. On en entend tout le temps, comme le RER, il y a je sais pas combien d'années qu'on en parle, il faut proposer évidemment autre chose. Proposer autre chose. Cette interdiction, je pense. Oui, il faut en tout cas une concertation entre les différentes régions, mais je crois qu'à Bruxelles, il y a une vision claire au niveau de la région. On veut aujourd'hui une ville pour ses habitants, il faut pas une nécessairement vision plutôt globale aussi. Oui, avec les autres régions, et Bruxelles a été construit pas pour ses habitants. Bruxelles a été construit pour les gens qui venaient à Bruxelles. Le rêve à l'époque, c'était d'avoir des autoroutes qui nous mènent à la Grand Place. Aujourd'hui, on est en train de déconstruire tout ça en faveur des gens qui vivent à Bruxelles et qui veulent juste une qualité de vie, une qualité de l'air qui soit acceptable. Le débat est lancé en tous les cas. Merci beaucoup à tous les deux, Julien Huttendal et Miguel Merlot, d'avoir été là ce soir sur le plateau. Il est bientôt 20h, on marque une petite pause et puis le rappel des titres, le journal avec Nicolas Pipin. Cette année, Daoust fête ses 65 ans. Rendez-vous sur daoust.be pour découvrir tout ce que Daoust peut faire pour vous. Daoust, welcome to the family. C'est quoi le modèle d'affaires de Google, Julien, peut-être ? Le modèle d'affaires de Google, c'est la publicité, effectivement. Et par publicité, on entend principalement de la publicité par vente de mots-clés sur un système d'enchères, sur le moteur de recherche de Google. Et alors, il y a aussi toute une série d'inventaires qui sont des bannières et d'autres formats publicitaires que Google revend aussi aux annonceurs. Et donc, plus de 80% du revenu Google reste des revenus issus des annonceurs. Et donc, il reste en gros 15% pour tout le reste des initiatives de Google. Donc quand on parle des pixels, quand on parle de... Ce dont on parle le plus d'ailleurs. Hein, oui, en tout cas, tout à fait. Et donc il y a le pixel, mais il y a aussi tous les services de cloud de Google, les services aux entreprises. Quand on combine tous les accessoires technologiques destinés aux consommateurs finaux et tous les services aux entreprises, tout ça mis ensemble ne représente que 15% des revenus de Google pour l'instant. Il est 20h01, vous regardez le LN24 soir, tout de suite le journal. En raison de la crise sociale qui secoue le pays, le Chili renonce à organiser la COP25 prévue en décembre. La SNCB adapte ses tarifs à partir du 1er février prochain. Plus de détails dans un instant. Le rapport sur l'incendie de la tour Grenfell